Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Je m'appelle Renaud Dardenne et je travaille chez Proximus dans l'équipe de Cloud and Security, qui est une équipe qui fournit différents services de sécurité à de grands clients publics et privés. Et donc nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler un petit peu de la préparation aux incidents de sécurité et aux cyberincidents et de qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous prémunir en amont de ces incidents et de qu'est-ce que vous pouvez faire pour réagir correctement le jour où malheureusement ces incidents arrivent. Donc je vais commencer par vous parler un petit peu de l'historique des différents acteurs malveillants qui existent et de en quoi est-ce que entre il y a 30 ans et maintenant ces différents acteurs se sont professionnalisés. Il y a maintenant une vingtaine, trentaine d'années, ces acteurs-là étaient des gens qui vous attaquaient pour faire des blagues et qui n'étaient pas équipés avec les outils que pour vous faire réellement du mal. Ce qui s'est passé, c'est qu'une dizaine d'années plus tard, ces gens-là ont commencé à s'équiper en termes d'outils avec des outils beaucoup plus professionnels dans le but de vous extirper de l'argent. Ensuite, on a eu, je ne vais pas passer du temps là-dessus, toute une série d'acteurs qui ont là aussi été malveillants, mais pour des motifs différents. Ceci, je ne vais pas spécialement en parler ici. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que ces mêmes acteurs malveillants ont commencé à de plus en plus se professionnaliser et ont commencé à être sponsorisés par des entités avec énormément de moyens, et donc leur capacité de nuisance a commencé à augmenter grandement. Et puis, c'est un petit peu un mot à la mode à l'heure actuelle, mais l'intelligence artificielle a permis à, une fois de plus, ces mêmes acteurs dotés d'énormément de moyens d'avoir une capacité de nuisance qui est beaucoup plus grande. Et leurs attaques sont beaucoup plus vicieuses et pernicieuses dans le sens où elles sont cachées pendant un certain temps. Une fois que vous êtes attaqué, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes attaqué. C'est ce qu'on appelle les Advanced Persistent Threats. Pour illustrer ces différents acteurs, on a quelques exemples. Le premier, on a fait exprès de le choisir, c'est une petite société, je ne sais pas si vous la connaissez, ça s'appelle Belgacom. Belgacom, il y a une dizaine d'années, a été victime d'un piratage. Alors c'est une très longue histoire, vous voyez ici dans les dates que ça s'est étalé entre 2010 et 2013. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, sans rentrer dans trop de détails, un jour, le département informatique de Belgacom s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de bizarre qui se passait. Ils ne se sont pas rendus compte tout de suite que c'était une attaque. En fait, ils ont dû un petit peu gratter, ils ont dû un petit peu chercher parce que c'était juste un comportement bizarre de leur serveur mail. Et après investigation, il s'est avéré que c'était effectivement une attaque qui avait commencé, on ne saura jamais depuis quand, attaque qui avait été sponsorisée par le GCHQ. Le GCHQ, c'est l'équivalent de la NSA en Angleterre. Et la raison du hacking de Belgacom à l'époque, c'était le fait que Belgacom est le plus gros opérateur télécom en Belgique et fournissait des services télécom et de téléphonie à des personnes très importantes au niveau européen. Donc tout ceci pour vous illustrer que même une société de la taille de Belgacom, avec les ressources de Belgacom, n'est pas immunisée face à ce type d'attaque. Ensuite, je vais vous donner quelques exemples de différentes sociétés, publiques ou privées, de différents organismes qui ont été, elles aussi, victimes d'attaques. J'ai pris des exemples qui sont tous 100% belges. La plupart, vous en avez probablement entendu parler dans la presse. Le premier, c'est tout récent, c'était il y a quelques semaines. C'est la brasserie Duvel-Moorreet qui a été victime d'un ransomware et qui a dû être à l'arrêt pendant une semaine. Un autre exemple, c'est la ville d'Anvers qui a été victime d'une attaque, là aussi au ransomware, pendant plusieurs jours. Et le montant que vous voyez ici est le montant de l'investissement que la ville d'Anvers a décidé de mettre sur la table pour se protéger à l'avenir de ce genre d'attaque. Un autre exemple est l'hôpital Choipy, dans la région de Mons. Et vous voyez au travers de ces différents exemples qu'il y a une grande diversité dans les personnes qui sont victimes de ces attaques. Vous trouvez aussi bien du public que du privé, et vous trouvez aussi bien des petites entreprises que de très gros organismes. Ce dont je veux parler maintenant, c'est le fait que se prémunir de ce genre d'attaque est quelque chose qui n'est pas forcément quelque chose qui demande beaucoup d'argent, ça demande surtout de la préparation. Donc ici, on a simplement quelques exemples de choses auxquelles vous pouvez déjà penser maintenant. On verra le détail un petit peu plus tard.
et qui sont simplement des règles de bonne pratique de manière générale. Une des choses dont on entend tout le temps parler, effectivement, c'est le fait de prendre des backups. Vous devez sauvegarder votre infrastructure informatique. Et après, vous devrez être capable de la restaurer, bien évidemment. La gestion des accès de manière générale, le principe du moindre privilège, le principe du besoin d'en connaître. Ne donnez pas accès à trop de personnes si ces accès ne sont pas nécessaires. Le fait d'avoir des antivirus ou des anti-malware qui sont installés sur l'ensemble de votre infrastructure, quelque chose qui paraît évident. Et l'hygiène digitale, c'est un terme parapluie qui regroupe toute une série de mesures, mais ce sont principalement des mesures qui concernent le comportement des gens. La mesure la plus classique de l'hygiène digitale, c'est la sensibilisation. Sensibiliser votre public et vos différentes catégories de population dans vos environnements à différentes thématiques de sécurité de l'information. Toutes ces différentes mesures de sécurité doivent être maintenues vivantes et doivent être constamment surveillées. Donc, pourquoi est-ce que cette phase préparative est importante, de préparation est importante? Tout simplement parce que quand vous avez un incident de sécurité, très souvent cet incident ne se manifeste pas tout de suite. C'est la raison pour laquelle les acteurs malveillants très souvent attaquent en dehors des heures de bureau. Entre le moment où les éléments de détection identifient la menace et entre le moment où la première personne dans votre organisation s'y attaque, il peut s'étaler beaucoup de temps. Et on en a parlé tout à l'heure, le fait que ces attaques soient pernicieuses, les fameuses APT, Persistent Threat, le but du point de vue des attaqueurs est bien évidemment de pénétrer votre infrastructure informatique, mais surtout d'y rester caché le plus longtemps possible pour par la suite faire le plus de dégâts possible. Et donc, de manière générale, toutes les mesures que vous pourriez mettre en place aujourd'hui, on peut les répartir en différentes catégories. Des mesures préventives, ce que vous allez faire en amont pour vous prémunir de ces attaques au maximum. Des mesures détectives pour effectivement avoir connaissance le plus tôt possible de la manifestation d'une de ces attaques et ce que vous allez faire par la suite pour essayer de retomber sur vos pieds et de corriger et d'inverser le mal qui a été fait. Parmi les mesures de prévention qu'on peut mettre en place, la toute première, c'est la sensibilisation. Ça ne coûte absolument rien. Comme je le disais à l'instant, le management, les utilisateurs lambda, le département informatique de vos organisations, sensibiliser toutes ces catégories de personnes à différentes thématiques de sécurité. Ça ne coûte rien, c'est quelque chose qui doit être fait de manière récurrente, puisque le but de la sensibilisation n'est pas de faire acquérir de nouvelles connaissances à ces personnes, mais c'est de changer leur comportement, puisque c'est très souvent le vecteur d'entrée, c'est le fait que les gens ne se comportent pas comme ils devraient se comporter en termes de sécurité de l'information, qui fait que l'attaque se manifeste. La deuxième chose que vous pouvez prévoir en amont, effectivement, c'est d'avoir tout simplement un canal de communication qui n'est pas lié à votre infrastructure existante, puisqu'on va faire l'hypothèse que votre infrastructure actuelle est totalement par terre. Donc, pour pouvoir, par la suite, communiquer entre vous, vous devez avoir un moyen de communication qui n'est pas basé sur l'infrastructure que vous utilisez dans la vie de tous les jours et qui peut-être n'est plus là. En plus de ce canal de communication alternatif, avoir une liste de contacts, la liste des gens qui vont être impliqués dans la résolution de l'incident de sécurité. Et ce canal de communication et cette liste de gens fait de manière plus globale partie de la gestion de crise. La gestion de crise qui est un processus que vous pouvez déjà aujourd'hui mettre en place. Au-delà de sa nécessité dans le cadre des incidents de sécurité, la gestion de crise est un processus universel qui s'applique à toute une série de crises de nature différente. Bien évidemment, ce processus de gestion de crise ne doit pas être l'équivalent de crier au loup, donc il est accompagné d'un processus d'invocation, une série de règles simples qui décrivent qui peut lancer ce processus de gestion de crise et dans quel cadre. Et pour terminer ici dans cette section-ci, la présence d'un CSIRT. Donc un CSIRT, c'est l'acronyme de Cyber Security Incident Response Teams, donc c'est une équipe de réponse aux incidents de sécurité. Si vous n'en avez pas avec votre personnel interne, ça pourrait être une bonne idée de déjà prendre des contacts pour éventuellement contractualiser ou pré-contractualiser l'allocation de ces services de ces CSIRT qui vont vous permettre de résoudre cet incident de sécurité.
Et donc vous le voyez ici, ces mesures préventives ici, celles que je viens de citer, sont des mesures qui n'ont absolument rien de technique et qui, à l'exception éventuelle du CSIRT, ne coûtent fondamentalement rien. Si vous voulez aujourd'hui mettre ces mesures en place, il faut prendre une feuille de papier, un bic et définir ces différents processus. Toujours dans la partie préventive, il y a toute une série de mesures là un petit peu plus techniques que vous pouvez déjà mettre en place également. La toute première, c'est d'avoir un inventaire de votre infrastructure informatique. Vous devez avoir conscience de l'entièreté des composants de votre infrastructure informatique, qu'ils soient chez vous ou qu'ils soient ailleurs. S'ils sont ailleurs, ça veut dire que vous avez potentiellement des fournisseurs externes qui gèrent en tout ou en partie votre infrastructure informatique. Ayez les contacts de ces fournisseurs, vérifiez que dans l'agrément contractuel que vous avez avec eux, le cas incident de sécurité est prévu pour que, éventuellement, ces gens-là, qui vont pouvoir vous aider à résoudre l'incident de sécurité, soient disponibles quand vous en avez besoin. De la même manière qu'avoir une liste de fournisseurs est intéressante, avoir également la liste de vos clients peut être intéressant. Un incident de sécurité, c'est quelque chose qui peut malheureusement durer très longtemps, ça peut durer plusieurs jours, voire des semaines. Avoir la liste de vos clients, une fois de plus, avec un canal de communication, avoir une liste papier peut être intéressant pour que vous puissiez prévenir vos clients et communiquer sur l'attaque informatique. Dans la même suite d'idées, l'intérêt d'avoir une liste de composants informatiques, un inventaire informatique, en plus d'avoir une vue d'ensemble, vous permet de vérifier que tous ces différents composants informatiques sont bien évidemment mis à jour régulièrement. À titre privé, quand vous avez votre PC qui vous demande de démarrer tous les mois, vous postposez leur démarrage pendant 2 jours, mais au bout d'un certain temps, vous redémarrez. Une infrastructure informatique professionnelle, c'est la même chose. Les mises à jour, notamment de sécurité, doivent être appliquées le plus vite possible. Une autre mesure évidente, surtout pour les postes de travail, mais pas que, est la présence d'un antivirus ou d'un anti-malware. Et on en a déjà parlé un petit peu avant, le fait que vous ayez identifié à l'aide de votre inventaire les informations qui sont critiques pour votre entreprise et le fait de faire des backups, des sauvegardes de ces informations. En plus, bien évidemment, de faire des sauvegardes de ces informations, il faut que vous testiez votre capacité à les restaurer. Et à les restaurer dans un cadre et dans un environnement qui est potentiellement dégradé. À côté de ces mesures préventives, on arrive ici malheureusement dans le cas où vous êtes attaqué. C'est un proverbe en sécurité de l'information de dire que la question n'est pas de savoir si vous allez être attaqué, mais quand vous êtes attaqué. Ici, donc, on va faire l'hypothèse que vous êtes malheureusement attaqué. Donc, parmi les mesures qui vont vous aider à raccourcir un petit peu le temps de réaction, il y a la première chose qui est la visibilité de manière générale, ce dont on a déjà parlé à l'instant avec le fait d'avoir simplement une liste de composants informatiques, le fait que vous soyez conscient de votre inventaire. Ensuite, il y a différents outils que vous pouvez avoir déjà installés. On vient de parler des antivirus, ici on va parler des EDR. EDR, c'est Endpoint Detect and Respond. C'est une famille d'outils qui contient notamment les antivirus et d'autres fonctionnalités dans un joli paquet cadeau dont le but est effectivement de détecter les incidents de sécurité. Dans un EDR, vous allez retrouver un antivirus, un anti-malware et un outil de détection d'intrusion. Et ces outils sont souvent installés sur les postes de travail de vos utilisateurs finaux, que ce soit leur laptop ou éventuellement leur smartphone. Donc ces outils-là vous permettent de par définition de détecter une potentielle attaque. Le fait de connaître son environnement, on vient de parler de l'inventaire informatique. Ici, l'environnement, c'est quelque chose de plus large. L'environnement, ça contient votre personnel, vos sous-traitants et, on oublie souvent, la liste de vos emplacements physiques. Si simplement votre environnement physique n'est pas protégé, ça ne sert à rien de protéger l'informatique qui se trouve à l'intérieur. Donc la connaissance de l'entièreté de votre environnement et des détails de cet environnement peut être utile en termes de détection d'intrusion physique. Ensuite, des outils de gestion et de centralisation de logs. Donc, vos différents composants informatiques très probablement génèrent des traces, des logs. Ça peut être des logs qui sont issus du réseau, ça peut être des logs qui sont issus de l'outil que vous utilisez pour gérer de manière centrale vos utilisateurs. Tous ces logs doivent être identifiés, doivent être conservés et doivent être centralisés pour la deuxième partie qui est la corrélation de ces logs. Donc il y a des outils aujourd'hui sur le marché qui servent à centraliser les traces générées par votre infrastructure informatique dans le but de les comparer entre eux,
dans le but de générer des alertes si jamais on constate des comportements qui peuvent paraître un petit peu bizarres. Le fait qu'un même utilisateur se connecte 30 fois sur l'entièreté de vos machines en moins de 10 secondes est un comportement qui peut a priori paraître suspect. Et tous ces outils qui ont pour but de détecter les intrusions doivent bien évidemment tourner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et ce monitoring et ce mécanisme d'alerte doit être automatisé le plus possible dans le but de prévenir les gens, les premières personnes qui vont prendre en charge l'incident de sécurité. On vient de parler des mesures que vous pouvez mettre en amont, on vient de parler des mesures nécessaires à la détection d'un incident. Faisons maintenant l'hypothèse que l'incident malheureusement s'est produit et que vous l'avez détecté. Qu'est-ce que vous pouvez faire? La première chose, c'est d'avoir défini un mécanisme, un processus de gestion des incidents de sécurité. Le but est de suivre une séquence d'étapes prédéfinies pour éviter de courir avec les cheveux en feu. L'exécution de ce processus de gestion des incidents de sécurité, on vous conseille très fortement de garder un historique pour a posteriori pouvoir expliquer ce qui s'est passé. Maintenant, ce processus de gestion d'incidents peut être soit extrêmement générique, on peut imaginer que vous l'ayez instancié pour des cas très particuliers, des attaques qui, à l'heure actuelle, sont les plus communes, que sont les ransomware, les DDoS et l'exfiltration de données de manière plus générale. Ici, là aussi, le but est de minimiser le temps perdu et d'éviter de se poser au moment où on est en stress des questions et de prendre des mauvaises décisions. Si votre incident dure très longtemps, faites attention à la planification de vos ressources. Le but n'est pas d'épuiser les gens. Si jamais vous avez certaines personnes qui vont devoir travailler plusieurs jours, voire plusieurs semaines d'affilée, anticipez le fait que ces personnes risquent de se fatiguer très très fort. Parmi les outils que le CSIRT dont on a parlé tout à l'heure peut utiliser, il y a toute une série d'outils extrêmement techniques dont le but est d'analyser de manière technique la menace pour pouvoir y répondre. Soit vous l'avez en interne, soit vous avez outsourcé ce problème à un CSIRT. Dans tous les cas, ces outils doivent déjà avoir été prévus et doivent être disponibles au moment où ils sont nécessaires. Et de manière générale, on en a parlé tout à l'heure quand on a parlé de la liste de vos clients, la communication, aussi bien en interne qu'en externe vis-à-vis de vos fournisseurs ou de vos clients, est importante dans le déroulement de la gestion de votre incident. Donc vous pouvez tout à fait décider de communiquer sur cet incident avant même qu'il ne soit entièrement résolu, ne serait-ce que par souci de transparence. La gestion de la réputation de vos différents organismes dans le cadre de la gestion d'incidents est extrêmement dépendante de votre bonne communication. En résumé, anticipez, soyez prêts. D'un point de vue, la trilogie habituelle de la sécurité, c'est People, Process and Technology, on l'a vu. Il y a toute une série de mesures qui sont des mesures organisationnelles, il y a des mesures techniques bien évidemment, et je ne pourrai jamais assez insister sur l'aspect sensibilisation. De manière générale, vous ne pourrez pas vous préparer à toutes les menaces, donc je l'ai déjà dit, la question n'est pas de savoir si vous serez attaqué un jour, mais quand vous serez attaqué. Et au-delà de certaines mesures techniques bien spécifiques et évidentes, on peut les redire, de la sensibilisation, des backups, un inventaire, de la gestion d'accès, la présence d'un CSIRT, le fait d'avoir des bons contacts et des bonnes relations avec vos fournisseurs et notamment vos fournisseurs IT, tout ça doit faire en sorte que vous devez ne pas avoir peur de ces incidents, mais le but est d'être prêt pour réagir correctement le jour où ces incidents se produisent. Proximus Next. Tech Biz People.